Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de votre présence et c'est un plaisir pour moi de débuter cet après-midi pour l'inauguration du campus international du cheval de Normandie Equine Valley. Bien sûr, pour la région Normandie, le département et l'école d'Alfort, l'école nationale vétérinaire de l'Alfort, c'est un élément majeur. Et on va parler d'activités d'imagerie. Bien sûr, vous connaissez le CIRAL et en partie pour l'école aujourd'hui, c'est l'inauguration du transfert des activités de médecine, chirurgie, soins intensifs, urgences pour créer vraiment sur le site historique du CIRAL, c'est un nouveau centre hospitalier universitaire vétérinaire des équidés où l'imagerie avancée, qui est une force historique du centre et voilà, qui a été créée, il est dans la salle. Je salue le professeur Jean-Marie Denoy, qui a été le fondateur du CIRAL en 99. Et le site a bien sûr continué à évoluer avec ses forces sur l'imagerie, en plus de l'expertise clinique. Et on va discuter, vous présenter la pointe un peu de ce qu'on peut faire aujourd'hui en imagerie ou ce qu'on va faire très prochainement. Alors l'imagerie avancée, bien sûr, comme l'imagerie de routine. Alors dans le jargon vétérinaire, vous connaissez tous évidemment les chevaux. L'imagerie de routine, c'est ce qu'on appelle la radiographie et l'échographie parce que c'est vraiment les techniques de terrain qui aujourd'hui sont faciles à mettre en œuvre, pas trop onéreuses non plus. Et on a des outils plus évolués qui se développent en lien avec les progrès en médecine humaine, en lien aussi avec le développement d'équipements dédiés à l'imagerie du cheval qui se développent au niveau international, s'implantent de plus en plus dans de nombreuses structures vétérinaires privées ou dans les écoles vétérinaires. Et c'était vous parler de ces outils, et notamment un outil que vous devez connaître parce que ça devient vraiment un outil qu'on peut utiliser presque en routine. Alors bien sûr, il y a le prix de l'examen qui intervient, mais c'est l'imagerie par résonance magnétique qui est la technique d'imagerie sans doute la plus performante pour l'appareil locomoteur, mais vous allez voir qu'il n'y a pas une technique parfaite, sinon il n'y en aurait pas plusieurs en médecine humaine non plus. Mais c'est sûr que l'IRM est un outil majeur, et dans les années 2000, le CIRAL a été le premier, quasiment un des premiers sites, voire on a été peut-être le deuxième site au niveau international à bénéficier d'une IRM. Alors en médecine vétérinaire, ce n'est pas des tunnels souvent, c'est des machines moins puissantes mais qui sont ouvertes, donc on a une accessibilité bien meilleure, mais le gros contrainte, vous voyez, qu'on était obligé de faire. Ça, c'était une IRM de pied, donc dans les années 2000 au CIRAL, et on était sous anesthésie générale. Donc c'était quand même très lourd à mettre en œuvre, plus lourd, plus impactant aussi. Et puis, vous ne pouvez pas faire de suivi des lésionnels. Quand, par exemple, vous voulez contrôler l'évolution d'une lésion, on ne va pas forcément, ce n'est pas simple de réanesthésier le cheval 2 ou 3 mois plus tard. Et dans les années 2005-2010, le système a vraiment été amélioré. Une société, Hallmark, a développé une IRM très performante, qui est très petite, mais qui permet de faire l'extrémité basse des membres jusqu'au genou, jusqu'au carpe, le genou antérieur, et la base du jarret. Voilà. Et la machine progresse régulièrement et avec des nouveaux algorithmes, et on a maintenant une qualité d'image qui est excellente sur des chevaux debout. La deuxième grosse technique d'imagerie avancée que vous connaissez en médecine humaine, c'est le scanner. Alors le gros intérêt du scanner, c'est qu'on a des énormes machines et on n'a pas de machines aussi grosses en IRM. Donc une des indications du scanner, c'est quand vous avez de l'imagerie avancée sur des grosses régions, on va aller vers le scanner parce que ça ne rentre pas dans l'IRM, pour parler simplement. Et il y a eu ces scanners grand champ en médecine humaine. Par exemple, cette machine-là fait 90 cm de diamètre. Donc vous voyez que sur un cheval adulte, on est capable, ça c'est un cheval adulte, d'aller jusqu'à l'entrée du thorax. Là, vous avez la première vertèbre thoracique, les scapulas, les omoplates, les premières côtes. Donc, vous avez vraiment toute la colonne cervicale et la jonction cervico-thoracique, là où se localise l'essentiel des lésions cervicales ou cervico-thoraciques chez le cheval. Et en plus, avec un outil comme cela, on peut faire une technique qui n'est plus beaucoup utilisée en médecine humaine, mais qui a été très utilisée avant l'IRM, qui est le myéloscanner, où on va injecter un produit iodé pour voir la moelle épinière. Et aujourd'hui, c'est la technique de choix pour identifier les lésions cervicales qui pourraient avoir un impact sur la moelle épinière ou les nerfs segmentaires, on en dira 2 mots. Et bien sûr, là, on est obligé d'être sous anesthésie générale.
Ces machines-là ont permis aussi de faire la tête debout. Vous voyez, le cheval là, est mis en position dans la salle. Il descend, il est sur une plateforme mobile et on le laisse comme ça tout seul avec un bandage élastique. Et voilà le type d'image que l'on obtient. Donc on obtient des images de très grande qualité. Ça, c'est un cheval de client, hein. Donc c'est pas une tête isolée. Voilà. Donc c'est sûr que c'est un outil majeur et je vous montrerai l'utilisation de ça à l'aide de quelques cas cliniques. Récemment, il y a des machines encore plus performantes qui ont été développées, notamment il y a 2-3 ans, une machine très performante où cette fois, d'habitude, en scanner, c'est la table qui bouge, le patient qui bouge. Et il y a une machine très récente qui a été développée qui permet de faire l'extrémité maintenant des membres debout. Et là, le scanner est posé sur une plateforme et c'est le scanner qui se déplace. Et vous voyez que là, on peut réaliser maintenant des images scanner jusqu'aux carpes, aux jarrets sur des chevaux conciliant, mais on peut faire facilement le boulet, le pied, la région du canon debout, et on a la chance de pouvoir bénéficier de cette machine qui est en cours d'arrivée. Vous allez voir qu'il y a des travaux en sortant, hein, on est en train de préparer la salle, et grâce à un projet contrat plan État-région, ça va être le première machine de cette génération-là en France. Donc l'objectif, c'était de vous montrer un peu comment on utilise ces outils avancés, l'IRM, le scanner, mais également la scintigraphie osseuse. Alors, en médecine humaine, la scintigraphie osseuse est plutôt utilisée en cancérologie. Voilà. Mais chez le cheval, il y a beaucoup d'applications pour aller identifier des lésions osseuses. Alors, quand est-ce qu'on utilise ces techniques avancées? Bien sûr, on ne commence pas par ça, et ce n'est pas l'objectif, et ça n'a pas d'intérêt de commencer par ça. Il faut d'abord faire de l'imagerie de routine, et on n'aura pas le temps en une demi-heure de présentation de tout détailler, mais l'imagerie de routine est toujours utile, même avec ces techniques avancées, parce que, encore une fois, chaque technique est intéressante, et par exemple, l'échographie a une très forte résolution, où pour l'imagerie tendineuse, l'échographie reste indispensable, même si elle peut être complétée d'un scanner ou d'une IRM. Donc on va les utiliser quand notamment l'imagerie de routine n'a pas permis d'établir un diagnostic. Si vous avez suffisamment d'infos avec la radio et l'écho, ce n'est pas non plus la peine de faire de l'imagerie pour de l'imagerie. Et quand est-ce que l'imagerie n'a pas fonctionné? Déjà, des fois, on ne sait pas où est localisée la lésion qui gêne le cheval, qui est à l'origine de troubles cliniques chez le cheval. Parce que si vous faites un scanner du cheval, vous allez voir plein d'anomalies. Mais ce qui est important, c'est de détecter les lésions qui vont gêner le cheval, responsable de ces signes cliniques, pour pouvoir les prendre en charge et améliorer la clinique du cheval, son bien-être, et qu'il soit à nouveau, qu'il puisse avoir une activité sportive dans des conditions optimales. Donc, première situation, vous ne savez pas d'où vient le problème. Deuxième situation, vous savez d'où vient le problème, parce que par exemple, il y a des écoulements au niveau des naseaux, donc vous détectez qu'il y a un truc au niveau de la tête, par exemple. Ou alors vous avez une articulation gonflée, ou vous avez des signes cliniques plus fins, par exemple avec des anesthésies diagnostiques qui vous ont dit le cheval il a une douleur dans le pied, ou peut-être dans le boulet. Mais on ne sait pas bien quelle est la lésion. Et la troisième cause, c'est que vous avez établi un diagnostic à peu près fiable, mais vous dites j'ai besoin d'informations plus précises parce que je vois qu'il y a une lésion dans le boulet, mais je ne sais pas si elle est très inflammatoire, s'il y a éventuellement une fêlure, quel est le type, ou si je veux faire des traitements plus poussés, par exemple sur la tête, certaines interventions chirurgicales, là je vais avoir besoin d'informations en plus pour vraiment gérer au mieux le cheval. Donc on va survoler un peu ces situations-là. Et la première, justement, c'est le cheval, notamment, on va parler beaucoup, parce que c'est un des principaux aussi motifs d'utilisation de l'imagerie de troubles locomoteurs. Donc par exemple, vous n'avez pas de diagnostic topographique, c'est-à-dire que vous êtes sur un animal qui a des troubles, soit une boiterie d'origine indéterminée, c'est-à-dire que le cheval est vraiment boiteux, mais on n'arrive pas à savoir si c'est l'épaule, si c'est le carpe, si c'est le pied. Soit on a un cheval qui n'est pas vraiment boiteux, mais qui a plutôt des troubles à l'utilisation sportive, dans son activité sportive. Ça peut être le cheval qui se désunit, qui saute de travers, qui a sur des chevaux de course des baisses de vitesse et de performance au galop ou au trot, qui vont se mettre au traquenard, etc. Et dans ce cas-là, c'est difficile pour nous de trouver parfois la localisation de la lésion. Et c'est typiquement l'intérêt de la scintigraphie, c'est-à-dire la scintigraphie, c'est une technique très sensible pour identifier les lésions du squelette. Vous ne verrez pas une tendinite. On va voir des conséquences sur les insertions des tendons et des ligaments
ligament sur l'os, mais c'est une technique d'imagerie dédiée à l'os. Et elle est très sensible parce que c'est de l'imagerie métabolique et c'est ce qu'on utilise par exemple en médecine humaine, je vous disais, quand on suspecte des lésions par exemple de tumeurs osseuses. Donc le principe, on va faire échauffer le cheval, bien sûr en fonction de son degré de boiterie. C'est mieux de le faire sur des chevaux qui ont un minimum d'activité. Ensuite, on va le préparer, on va lui protéger les membres parce que le produit est éliminé par l'urine. Et sinon, ça va contaminer la peau. Et on va lui injecter avec un petit cathéter, parce que le produit coûte très cher, hein, et il est très radioactif quand vous l'avez dans la seringue pour les gens qui le manipulent. Et après l'injection intraveineuse, c'est des petits volumes, hein, c'est 5 à 10 ml. Le cheval, il va être laissé au box entre 2h30 et 3h, et après on va le ramener dans la salle d'examen et on va le tranquilliser. On fait ça, c'est des examens qui se font debout, hein, très bien, et on va faire des vues segmentées. C'est la caméra qui va venir mesurer les rayonnements émis par le cheval, et vous voyez qu'on a tout le squelette du cheval, et on va pouvoir comme ça screener l'ensemble du squelette. Donc on fait les deux côtés, on fait souvent les cervicales, le dos. Alors on peut cibler l'examen quand c'est une boiterie antérieure par exemple, mais souvent on fait des examens corps entier. Et on va avoir comme ça une vision du squelette. Et l'intérêt de la scintigraphie, c'est qu'on va détecter des lésions osseuses plus tôt qu'en radiographie. Et bien sûr, la scintigraphie va vous donner le lieu, la localisation des lésions, mais pas forcément la nature de la lésion. Et donc le lendemain, le cheval sera pratiquement déjà très peu radioactif. Nous, on va faire des radiographies et des échographies. Et puis si on a sur les zones qui sont anormales du squelette ou des articulations. Et puis si on n'a pas la réponse, éventuellement on verra si c'est possible de faire une IRM. Donc je vais vous illustrer ça avec par exemple un cheval de sport de haut niveau, vous voyez, qui présentait une boiterie postérieure de niveau 2 à 3, donc c'est-à-dire assez net, hein, depuis 1 mois. Et il y avait eu des examens de fait et voilà, il n'y avait pas eu de diagnostic posé, pas de déformation qui pouvait faire suspecter des lésions des tissus mous, tendinite. Voilà. Et donc le cheval a été référé pour examen scintigraphique. Voilà les images que l'on obtient. Alors on fait toujours les deux côtés. Donc le cheval a une boiterie postérieure gauche. Donc là, par exemple, vous avez le postérieur de côté. Donc ça, c'est le postérieur gauche, ça, c'est le postérieur droit. Et là, on met la caméra derrière le cheval, donc vous avez le postérieur gauche et le postérieur droit. Donc c'est un peu le jeu des 7 différences. Donc il faut chercher une anomalie à gauche. Et si vous regardez, quand on regarde sur le bas du membre, vous voyez au niveau du pâturon, là on est en bas du pâturon, c'est l'articulation entre la première et la deuxième phalange, qu'on appelle interphalangienne proximale. Interphalangienne distale, c'est celle qui est dans le pied. Vous voyez que du côté interne, je vais parler simplement du côté médial, on a vraiment une augmentation d'activité très marquée de cette articulation. Du côté du membre boiteux, le reste étant normal, voire presque un peu moins actif des fois que de l'autre côté. Donc là, vous avez vraiment localisé la lésion. Alors ça ressemble à une lésion d'arthrose, mais on peut avoir aussi d'autres lésions du côté interne. Ça pourrait être une petite fêlure, un problème de kyste osseux, etc. Donc la scintigraphie va nous dire, voilà, on sait que le problème vient de là. Donc le lendemain, on a fait des radiographies. Ça, c'était pour que vous ayez le temps. Voilà, donc ça, c'est des radiographies de face et de profil du pâturon. Donc voilà l'articulation anormale. Sincèrement, sur le profil, ce n'est pas évident. On voit maintenant qu'on le sait, hein, alors c'est toujours plus facile, qu'il y a une toute petite déformation ici, un tout petit gonflement qui traduit un petit épanchement de synovie, une petite molette finalement dans le pâturon. Et voilà la radio. Donc sur la scintigraphie, la lésion, elle est dans ce coin-là. Alors là, c'est la même image, mais zoomée. Alors en fait, la partie qui est anormale, vous voyez, c'est cette petite zone plus sombre, plus radiotransparente, mais c'est très discret. Et on a une sorte de halo blanc. Et détecter ça, si vous n'avez pas eu la scintigraphie avant, et être certain que la boiterie vient de ça, ce n'est pas évident. Donc là, effectivement, on confirme à la fois cette petite distension articulaire, cette lésion osseuse, mais voilà, vu la valeur du cheval et pour aller plus loin dans les informations. Donc là, on a un diagnostic qui pourrait s'arrêter là, mais voilà, on a souhaité documenter pour voir un peu plus en profondeur les sévérités, s'il y a beaucoup d'inflammation, mieux évaluer par exemple le cartilage articulaire aussi. On a fait une échographie, parce que l'échographie va vous montrer très bien, par exemple, qu'il y avait un petit peu plus de liquide. Alors, c'est un peu technique, et on voit très bien aussi les petits remodelages périarticulaires à l'échographie. Les petits ostéophytes, c'est les petites pointes qu'on voit ici.
Et après, donc voilà, comme il n'y avait pas trop, voilà, il y a eu un accord financier de faire l'examen IRM, on a fait l'examen IRM, et là vous avez l'image IRM dans le même sens que la radiographie. Et vous voyez, ça c'est le côté normal, le côté externe du membre, et ça c'est le côté lésé. Alors on voit que la lésion va vraiment en profondeur, on voit qu'on a une altération assez nette de l'os sous-chondral, sous le cartilage, donc ça c'est sûr que c'est des lésions qui sont quand même, qui peuvent devenir invalidantes, et on voit ces lésions plus en profondeur. Et la force de l'IRM, c'est notamment d'identifier les lésions inflammatoires. Et le fait que ça soit blanc ici et pas tout noir, ça nous montre qu'on a de l'inflammation et du liquide dans l'os. Donc on a vraiment une lésion assez active et c'est important pour la prise en charge. Voilà. Donc là, c'est un cheval qui présente une lésion d'arthropathie dégénérative. C'est des lésions qui apparaissent chez des chevaux sportifs ou pas. Il y a des chevaux qui ont ça voilà, en étant vraiment des chevaux d'amateurs ou de loisirs. Et on voit qu'il y a vraiment un côté actif avec des lésions évolutives. Et bien sûr, ça peut conduire à une gestion beaucoup plus précise, notamment de l'activité du cheval et de la prise en charge sur le type de sol. La ferrure correctrice ou kinésithérapique, c'est-à-dire qu'on va essayer de limiter les contraintes dans cette partie interne, d'où l'intérêt d'avoir un diagnostic très précis. Parce qu'on va pouvoir mettre un fer, par exemple, avec un fer qui va être plus fin du côté de la lésion. Et puis, on peut faire des traitements intra-articulaires de l'arthropathie avec des produits qui vont essayer, autant que faire se peut, de préserver le cartilage, par exemple. Et puis, on a des traitements pour la lésion de l'os profond. Donc, le fait d'avoir une localisation très précise et un détail de la nature des lésions, ça vous permet de mettre en œuvre des traitements adaptés et éventuellement aussi si cette lésion-là pourrait être contrôlée en radio, en échographie, voire en IRM. Donc c'est comme ça qu'on peut espérer un meilleur pronostic. Deuxième situation, on sait d'où vient le problème, mais on n'est pas sûr ou on ne sait pas du tout quelle est la lésion. Donc un exemple assez simple que vous pouvez rencontrer si vous êtes éleveur, voilà, c'était un pur sang 10 mois qui a été retrouvé un matin au pré avec un gros gonflement du jarret. On voit ces vésigons, vous connaissez le terme, au niveau de la fontaine du jarret, du côté externe. Donc il y avait un gros gonflement. La petite pouliche n'avait pas beaucoup boité un petit peu au début, mais quand ils nous l'ont amené pour imagerie avancée, elle ne boitait plus. Et voilà, il y avait ce vésigon qui inquiétait parce qu'il pensait est-ce qu'il y a eu un petit arrachement, une petite fracture, un bout d'ostéochondrose qui aurait pu être détaché, etc., etc. Il y avait des radios qui avaient été faites par le vétérinaire référent. On a refait des radios, bien sûr, avant d'envisager un examen sous anesthésie générale. On n'avait rien vu. Voilà. Donc on a fait le scanner en premier parce que le scanner, et quand vous recherchez par exemple des petits fragments osseux, il y avait une échographie, pas de lésion des ligaments, etc. Quand vous recherchez un petit fragment osseux ou une petite fêlure, le scanner peut être plus performant que l'IRM. Donc on avait commencé par le scanner, voilà des images 3D qui étaient quasiment normales. On avait un petit piqueté assez inhabituel ici dans cette partie du jarret, ça s'appelle le talus, côté interne. Mais bon, pas grand-chose. Et comme il y avait aussi une suspicion éventuellement de lésions cartilagineuses, on a mis un peu de produit de contraste dans l'articulation et on voit le cartilage ici, qui est la petite couche très fine. Et voilà les images scanner qu'on obtient là sous anesthésie générale. Je vous montrerai le placement après. On a des coupes qui font 0,5 mm. C'est-à-dire que vous voyez, dans 1 mm, on a 2 images. Et bien là, en scanner, on n'a pas été capable d'identifier aucune anomalie. Et donc, on a transféré après le cheval, parce que sur le site, on peut enchaîner les 2 examens. Alors, ce n'était pas cette pouliche-là, parce que ce n'est pas 10 mois. Et voilà le positionnement pour un jarret. Donc, le cheval est placé sous anesthésie générale. Et on l'a transféré. On lui met un postérieur un petit peu sous la machine et le postérieur en extension dans la machine. Et voilà l'image IRM, vous voyez, qui ressemble à l'image scanner ici. Là, l'image scanner est complètement normale. L'image IRM est complètement normale ici, mais on a des séquences spécifiques pour voir l'inflammation de l'os. Et vous voyez qu'on a une tache blanche ici. Et vous ne la voyez pas en scanner parce que c'est que du liquide. Et ça, c'est une contusion osseuse. Donc, il y a eu vraiment un trauma sur le talus, sur cette partie du jarret. Je pense que le poulain a peut-être glissé, fait l'imbécile, etc. Donc là, vous avez une lésion de contusion avec une inflammation articulaire, mais qui va sans doute très bien cicatriser. On peut faire un traitement ou pas, parce que là, en général, sur un poulain comme ça, avec une réduction de l'activité pour éviter qu'il refasse l'imbécile s'il est trop actif. Mais voilà, on va le laisser quelques jours dans un petit paddock
Et c'est une lésion qui est de très bon pronostic. Donc il n'y a pas d'intervention chirurgicale parce que c'était une demande. Est-ce qu'il faut intervenir chirurgicalement pour retirer s'il y a eu un fragment qui a été libéré, etc. Donc voilà, c'est vraiment ici, vous avez un diagnostic de contusion du talus. Donc c'est vraiment un trauma osseux qu'on ne voit qu'en IRM parce que c'est liquidien et qui ne justifie pas d'approche médicamenteuse locale ou de traitement chirurgical. Ça va cicatriser avec la réduction d'activité pendant quelques semaines en contrôlant la taille du paddock et puis les congénères, pas le mettre au milieu d'autres poulains très actifs. Autre situation, sur un cheval d'amateur, vraiment, c'était une jeune propriétaire qui faisait du jumping de petit niveau, vraiment amateur, et elle se plaignait, elle s'est plainte de son vétérinaire un défaut d'extension du dos à l'obstacle. Et parfois, le cheval, il trébuchait un petit peu. Bon, le vétérinaire avait fait des radios sur le terrain, mais c'était difficile parce qu'on est en bas de l'encolure. Là, vous avez la première vertèbre thoracique, C7, T1. Et les radios, il avait vu une anomalie, mais il avait du mal à la caractériser. Et voilà, il disait c'est anormal, mais il faut faire de bonnes radios et aller plus loin parce que la lésion paraissait sérieuse pour voir s'il y a un impact important sur la moelle. Et vu les signes de trébuchement, c'est utile de le faire. Donc voilà la radio qu'on a faite au CIRAL avant de faire l'examen myéloscanner où on voit cette lésion très sévère. Vous avez ici une articulation normale avec des fragmentations, une hypertrophie et vous avez des trous ici noirs, une image noire. Ça, c'est une lise de la vertèbre par l'inflammation articulaire due à cette pathologie articulaire, à cette arthropathie. Et on va voir ça en scanner. Alors le scanner a été réalisé, on a fait un myéloscanner justement pour voir l'impact de cette lésion sur la moelle épinière et les nerfs segmentaires, pour voir si la lésion était vraiment sévère et si, au sens impact sur le tissu nerveux, parce que la lésion est sévère d'origine en radio, et pour voir si voilà, c'était raisonnable de continuer à monter le cheval. Donc voilà, c'est un examen qui se fait sous anesthésie générale. On va positionner le cheval avec la tête un peu élevée. On va injecter sous contrôle échographique le produit de contraste qu'on va injecter très près de la moelle. Voilà l'image scanner 3D. Vous voyez, je l'ai mis dans le même sens que la lésion était à droite, mais je l'ai mis dans le même sens que la radio. Donc on voit très bien cette image scanner. Et là, vous voyez, on va voir des images en coupe après, cette lise par l'inflammation articulaire. C'est-à-dire l'inflammation articulaire vient liser la vertèbre devant, C6. C'est une lésion entre C6, la 6e et la 7e vertèbre cervicale. Et en tournant un petit peu la vertèbre, en regardant du dessous, on voit, vous avez des trous comme ça entre deux vertèbres. Là, on a du mal à voir le trou. Vous voyez, ce trou, en fait, c'est les foramen, les ouvertures qui permettent aux gros nerfs qui sont émis par la moelle épinière de faire une sorte de carrefour, c'est ce qu'on appelle le plexus brachial, et ces gros nerfs, c'est tous les nerfs qui vont innerver le membre antérieur. Et quand vous avez des lésions cervicales, ça peut venir faire des compressions comme une sciatique, si vous voulez. C'est les douleurs cervico-brachiales en humaine, c'est hélas bien connu par certains. Et c'est des compressions au niveau des sorties des nerfs segmentaires. Et c'est important parce que si vous avez des compressions de ces nerfs, le cheval il peut avoir modification de la sensibilité, donc de la perception de la position de ses membres, et aussi une faiblesse musculaire. Et ça peut prédisposer au trébuchement. Voilà, donc à la fois la lésion de la moelle ou des nerfs. Et là, vous avez des images maintenant en coupe. On part de l'avant et on va aller vers l'arrière de l'articulation. Donc là, vous avez le canal vertébral, la moelle épinière, et le liquide autour, le liquide cérébrospinal. Donc c'est normal. Quand vous n'avez pas de liquide, c'est pas bon parce que ça veut dire que les zones viennent toucher la moelle épinière. Et là, vous avez l'articulation normale. Vous voyez cette énorme hypertrophie de l'articulation lésée. Et vous voyez la destruction, c'est une destruction spontanée. C'est un cheval qui n'a que 7 ans. C'est-à-dire c'est l'inflammation articulaire, l'hyperpression qui vient rentrer dans l'os. C'est, si vous voulez, la molette qui vient, que vous voyez extérieurement sur les membres. C'est le même processus, mais ça vient rentrer dans l'os. Voilà. Et bien sûr, là, ça devient extrême parce qu'on est près presque d'une fracture de l'arc vertébral. Là, on retrouve les fragments. Et ici, vous avez la sortie du nerf du côté normal, et vous voyez ici que la sortie du nerf, le nerf il est écrasé, il est repoussé vers l'arrière. Donc on a une compression du nerf. Donc pour toutes ces... Et ça, c'est vu du dessus.
vous voyez l'arthrose et la déviation de la moelle épinière du côté opposé. Voilà. Donc là, vu la sévérité des signes, en tout cas des signes d'imagerie, plus le trébuchement, on a fortement déconseillé de continuer à monter sur le cheval. Alors bien sûr, on peut traiter l'articulation pour améliorer l'inflammation, et c'est intéressant parce que ça va au moins calmer un petit peu, espérer modérer cette lésion dégénérative spontanée. Mais c'est sûr que là, c'était intéressant parce qu'il y avait de faire ces examens-là, parce que sur des signes discrets, il y a quand même, vu la sévérité des lésions, à un moment donné, un risque que le cheval tombe avec la cavalière et il y a un accident grave. Dernière situation, c'est qu'on a des informations, on veut des informations complémentaires par rapport à l'imagerie de routine. Par exemple, pour envisager un traitement. Alors, on a beaucoup parlé de locomoteur, on va parler un peu d'imagerie médicale interne et on va prendre l'exemple de la tête, notamment parce que le scanner est l'outil de première ligne pour l'imagerie avancée de la tête. Pourquoi ? Parce que c'est très minéral et on peut le faire debout. Et tout ce qui est très minéral, les dents, par exemple, ça ne se voit quasiment pas à l'IRM. À l'IRM, il faut de l'eau et de la graisse. C'est pour ça que vous avez pratiquement jamais, je pense jamais entendu quelqu'un vous dire « je vais faire une IRM des dents ». En humaine, on ne fait pas. Alors, voilà. Donc c'est pareil chez les chevaux, tout ce qui va être dents, sinusite, masse dans la région de l'orbite, fracture du crâne, pareil, on va aller en scanner plutôt qu'en IRM. Donc ça, c'était un cheval qui a été présenté, voilà, à la partie médecine-chirurgie à l'hôpital, au sein de notre nouvel hôpital. Et il était le diagnostic avait été établi. Alors sur la radiographie, on voit quasiment rien. Il y a une densification ici qui correspond à cette masse. Ça, c'est l'image en coupe scanner. On va y revenir. Mais donc en radiographie, c'était difficile. Et le diagnostic, c'était un cheval qui avait des saignements un peu chroniques au niveau du naso. Il y a une endoscopie qui avait été faite. Et à l'endoscopie, il y avait eu un diagnostic d'hématome progressif de l'ethmoïde, c'est-à-dire qu'on avait un gonflement. L'ethmoïde, c'est l'os qui sépare le cerveau de la cavité nasale. Et il y avait une masse au niveau de l'ethmoïde avec un saignement. Ça, c'est l'image scanner 3D reconstruite. Vous voyez, c'est très beau. Là, c'est un peu pour vous expliquer, quand on voit l'endoscope, il est situé par ici. Quand le cheval il a son endoscopie, on est juste avant la gorge. Et quand on lève la tête de l'endoscope, au fond, caché un peu par les cornets nasaux, ça c'est les cornets nasaux, ça c'est le septum nasal, la cloison nasale, on devine cette sorte de boule. Là, j'ai fait une reconstruction 3D un peu plus en arrière, on a ouvert la tête du cheval, en scanner, pas en vrai. Et voilà la masse, vous voyez qu'on voit beaucoup mieux la masse. Là, on voit la partie visible de l'iceberg, entre guillemets. Et un des traitements de ces hématomes progressifs de l'ethmoïde, parce que c'est un saignement chronique qui ne fait un peu que s'aggraver, plus ça va, plus ça grossit, plus ça fait de dégâts autour. Et donc, c'est d'injecter un produit sclérosant sous contrôle endoscopique, mais le problème, c'est que le produit, il est sclérosant, et s'il diffuse sur des structures nobles qui peuvent être au contact de cette masse, vous allez scléroser les structures nobles, et c'est grave. Donc là, le diagnostic était fait, mais notre chirurgienne Céline Mespoulès souhaitait, avant de faire ce choix thérapeutique, de dire est-ce que la masse ne vient pas toucher des structures dangereuses, et si j'injecte la masse, le produit va diffuser et risque d'avoir un effet néfaste sur des tissus, par exemple des nerfs importants. Donc on a fait le scanner, ça c'est dans le même sens, c'est-à-dire que la lésion va être de ce côté-là. On va aller de... je ne sais plus dans quel sens on va. Si on va de l'avant à l'arrière, peu importe. On va vers l'avant. Donc là, on part. On va s'arrêter ici. Voilà, toc. Donc là, là, vous avez le cerveau. Ça, c'est le côté droit de la tête. Le côté gauche. Là, on est au niveau des poches gutturales. Sous le cerveau, normalement, vous avez de l'air. Là, on n'a pas d'air. C'est l'hématome qui va sous le cerveau. Là, on a une bulle de gaz qui n'est pas normale. Mais surtout, ici, vous avez... Alors, il faut être bon en anatomie, et je sais que Jean-Marie Denoy adhérera à l'approche. Moi, je fais pareil, j'ai commencé en anatomie. Vous avez des choses. Ici, là, ce petit rond, vous avez le nerf optique là-dedans qui passe. Ça, c'est les deux nerfs optiques. On vient de passer dans le chiasma optique. Et ici, dans une sorte de petite logette osseuse, vous avez la 5e paire de nerfs crâniens. C'est le nerf trijumeau. C'est le nerf qui fait la sensibilité de toute la tête. Quand on vous touche la joue, c'est le trijumeau qui informe votre cerveau que vous avez eu un contact cutané. Et normalement, il est protégé. Là, il est dans un petit trajet osseux parce qu'il sort du cerveau, évidemment. Et là, vous voyez que la masse, elle est venue détruire la cloison osseuse ici.
Hein, on n'a plus cette barrière osseuse. Donc, si on envoie le produit, et c'est pour ça qu'on a parce que là, vous communiquez directement avec la cavité nasale, et c'est pour ça qu'il y a une sorte de bulle. Donc, si le produit, on l'injecte dans la masse, il risque de diffuser, et il va arriver au contact du nerf trijumeau. Et donc, il y avait un risque trop élevé d'avoir un effet sclérosant sur le trijumeau, ce qui serait dramatique pour le cheval. Donc là, le choix était plutôt d'une prise en charge locale. Alors, on va aller moins loin en profondeur. C'est l'inconvénient que quand on injecte, parce que là, vous n'avez pas d'abord chirurgical dans cette région-là de la tête. Donc, c'est sûr que vous allez avoir du mal à scléroser. Il y aura un risque de récidive un peu plus élevé. Mais vous ne pouvez pas. Là, ce n'était pas raisonnable et ça aurait été... alors, bien sûr, on se dit, est-ce que ça va diffuser jusque dans le nerf? Mais en tout cas, le risque est trop élevé. Donc là, par exemple, c'était vraiment essentiel de déterminer la profondeur de la lésion. Hop. Un autre exemple, c'était sur un autre cas, je ne vous ai pas mis la radio qui était assez peu informative, c'était un cheval qui présentait de 9 ans de CSO, qui avait un jetage unilatéral gauche, qui évoluait purulent, qui évoluait depuis 3 semaines. Donc il y avait des radiographies qui avaient été faites par le vétérinaire, on voyait une opacification du sinus maxillaire. Alors les sinus, vous savez, c'est des grosses cavités aériennes. On a ça bien sûr aussi chez l'humain. Des gens qui ont peut-être déjà fait une sinusite. Il y en a plusieurs. Il y en a un qui est au niveau du front, un qui est un peu sous les yeux près des dents maxillaires, des dents supérieures. C'est ce qu'on appelle le sinus maxillaire. Alors il y a 2 parties. Il y a une partie avant, vous voyez ici, qui est opacifiée. On voit des choses qu'on n'a pas à l'arrière. L'air est noir en scanner. Et donc là, on voit la partie arrière du sinus maxillaire, la partie avant, ce qu'on appelle le sinus maxillaire austral, où là, on voit la sinusite. Et dans un nombre assez élevé de cas, c'est lié à des infections dentaires. Donc, alors pas toujours, ça peut être primaire, c'est-à-dire sans lésion dentaire, ça peut être des complications d'autres lésions de la tête, mais dans pas mal de cas, il y a des lésions des dents. Donc c'est important de se dire, est-ce qu'on a une lésion de dents? Est-ce qu'il faut intervenir sur la dent, soit avec des nouveaux traitements type endodontique, c'est-à-dire on essaie de mettre des amalgames, c'est vraiment en développement chez le cheval, ou alors si la lésion est importante, faut peut-être retirer la dent. Et c'est pas sur les radiographies, c'est souvent très difficile de déterminer la dent lésée. Alors on peut faire des examens par la bouche, mais c'est sûr que là, avant de se dire on retire une dent, soit on a des signes évidents, mais sinon il faut retirer la bonne, parce que sinon le problème va durer et c'est des chirurgies quand même pas anodines. Le post-opératoire est quand même impactant pour tout le monde. Donc il faut faire ça vaut la peine de repérer exactement la lésion. Et là, on va voir ça, mais on a sur cette dent-là, qui est la première molaire supérieure, le bout du nez du cheval serait par là, vous auriez l'œil à peu près ici. Vous voyez, je vous ai mis la région qu'on regarde. Et on va regarder ça maintenant en coupe en tranches et vous allez très bien voir la lésion au scanner. Ouais. Hop, on va s'arrêter après. Voilà, on va faire ça. Donc là, on a la dent concernée. Et ce qu'on voit, c'est que dans une dent normale, vous avez la partie minérale qui est très blanche et ça, c'est la pulpe, c'est la partie vivante de la dent. Et normalement, ça doit être gris comme ça. Quand vous avez de l'air, qu'on voit ici, c'est tout noir. Et vous voyez que dans toute cette partie-là, on a de l'air. Donc là, on est certain qu'on a une infection de la pulpe, c'est-à-dire qu'on a une infection de la dent. Voilà. Et là, hop, on voit qu'on a la même chose dans la pulpe qui est du côté externe. Ça, c'est la langue. Ça, c'est le palais dur. Ça, c'est le septum nasal. Et là, vous avez les sinus. Et l'air que le cheval respire, pour la petite anecdote, il passe là. Il ne passe pas en première ligne là-dedans. Vous voyez, il y a très peu de place, en fait. C'est étonnant. Et là, on voit la sinusite avec cet épaississement, notamment de la muqueuse. Il y a un petit peu de liquide, mais pas beaucoup. Donc là, on voit qu'on a quand même une lésion assez étendue de la dent en termes d'infection. Et hop, on va s'arrêter sur cette image-là. On voit ici qu'il y a une communication, vous voyez, c'est assez discret. Là, on a un peu de muqueuse et de liquide. Et vous voyez que là, il y a une rupture de continuité. Donc l'infection part dans le sinus et est responsable de la sinusite. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il manque, ce cheval-là avait des petites, alors il n'avait pas eu d'examen endoscopique de la bouche, mais on voit qu'il a des petites fractures du bord interne, du côté de la langue, des dents, alors du côté non sinusite et du côté avec sinusite. Et cette petite fracture peut venir s'ouvrir, on va voir, voilà, hop. Et là, vous voyez que ça vient s'ouvrir dans la chambre pulpaire. Donc c'est le point d'entrée des aliments qui crée l'infection, et après l'infection se propage au sinus.
Et là, il y a voilà, l'infection est quand même très étendue dans la dent. Parfois, la dent arrive à lutter spontanément, mais là, l'infection étant évoluée, c'est peu probable qu'on arrive à stabiliser sans traitement chirurgical, soit local, et se développent des techniques pour essayer d'obstruer cette partie-là, soit si ça ne fonctionne pas ou si on veut être plus certain du résultat, sans doute une obligation de retirer cette dent. Voilà, donc pour conclure, essayez de rester dans le timing pour que vous puissiez bénéficier des autres activités, j'espère, de cet après-midi, si vous avez pu avoir de la place, puisqu'on a eu beaucoup de demandes et ça nous fait plaisir que vous soyez là. Donc en résumé, vous voyez que c'est des outils quand même qui sont très utiles. On pourrait multiplier les cas. Il y a beaucoup d'utilisation du scanner chez les poulains aussi, parce qu'on peut faire le poulain en entier. Donc ça ouvre un champ d'exploration dans des cas complexes très utile, mais encore une fois, ça nous permet d'établir un diagnostic très précis pour une meilleure prise en charge. Dans tous les cas, il faut vraiment faire ces examens-là après des examens cliniques approfondis, parce que sinon vous allez voir des anomalies, vous allez dire « Ah bah le cheval, il a ça », et puis il n'aura pas du tout ça. Et bien sûr, ça ne coupe, au contraire, l'interprétation sera d'autant plus performante que vous aurez des données cliniques fiables. Hélas, on n'a pas une technique de référence. Ça serait trop bien pour tout le monde, pour les cliniques, pour l'équipement, pour les frais, pour vous aussi, propriétaires et cavaliers, mais c'est pareil en humaine. Donc chaque technique a ses intérêts et on bénéficie des intérêts des autres. Bien sûr, il y a des choix prioritaires, mais parfois on est obligé de les combiner. Pour finir, bien sûr, le développement des techniques cheval debout permet dans des cas de refaire des examens de suivi. Par exemple, le cheval avec son hématome progressif de l'ethmoïde, là on a proposé, il a été opéré récemment, mais il aura un suivi dans quelques mois pour voir où en est la lésion, comment elle évolue. L'IRM debout permet aussi dans des lésions complexes parfois de suivre pour voir où s'en trouve, à quel niveau de cicatrisation on est. Donc c'est sûr que c'est des techniques aujourd'hui majeures. Donc je voulais vous remercier de votre présence, votre attention, remercier nos partenaires institutionnels. En premier lieu, ils sont nombreux, alors je ne les citerai pas tous, mais bien sûr la région Normandie et le département du Calvados qui se sont regroupés pour faire ce syndicat mixte Normandie et Cuines-Vallée. Et on est aujourd'hui dans leurs locaux, le NVA avec le CIRAL et le nouvelle partie médecine, chirurgie, développe ses activités dans ces locaux extraordinaires que vous allez voir. Et puis on a une grosse aide aussi de l'Europe et du fonds EPRON de la filière que je remercie. Donc à nouveau, merci.